Philippe Labro, cette reconstitution du puzzle maternel, c'est le motif aussi principal de Ma mère, cet inconnu que vous publiez chez Gallimard. C'est une enquête généalogique romancée, si on peut le dire comme ça, donc avec la conjonction du Philippe Labro journaliste et du Philippe Labro écrivain dans cette histoire. Comment vous avez finalement décidé, votre mère est décédée en 2000, de finalement faire enquête et d'essayer de prendre malgré tout le chemin de la fiction pour le restituer? La fiction, je m'en suis servi dans la mesure où je n'ai pas connu, je n'ai pas vu, j'ai pas été le témoin des 20 premières années de sa vie, ni même plus tard encore. Donc, j'ai simplement reçu quelques témoignages de dames assez âgées, ou même à travers certaines lettres, où il y a des moments, des séquences, comme au cinéma, qui m'ont semblé tellement fortes, parce que elles étaient, selon moi, les raisons de son silence plus tard, lorsque nous l'interrogeons sur son passé. Et donc, ces séquences-là, comme par exemple... Ça part d'un silence. Oui. Ces séquences-là, par exemple, une humiliation dans une classe où un professeur sadique lui dit devant les autres élèves, en regardant une fiche d'état civil, vous n'avez pas de père, vous êtes né de père inconnu, et humilié de façon extraordinaire. N'oublions pas, on est dans les années 20, dans un lycée de jeunes filles de Versailles, vous imaginez l'atmosphère, et d'un seul coup, elle a la sensation qu'elle a la lèpre. Et donc, cette scène-là, je l'ai pas vécue. Donc, le romancier s'est servi du fait que il sait, le romancier, qu'elle a eu lieu, et là, j'en fais ce qu'Hemingway appelait, enfin, pas seulement Hemingway, une short story, comme une courte nouvelle, 2, 3, 4 pages. Et j'ai utilisé ce procédé, 3 ou 4 fois dans le livre. Pour le reste, tout est venu du fait que depuis très longtemps, mes frères, et pas seulement mes frères, ma femme me disait, faut que tu écrives le livre sur Netka, puisque c'était son surnom. Donc c'était comme une mission. Il s'agissait d'aller chercher la mémoire collective. J'ai interrogé ma famille, j'ai interrogé des amis, pour ensuite reconstruire un passé très, très, très mystérieux. Elle est fille d'un magnat polonais et d'une institutrice qui vient du Doubs. Oui. Et elle est une institutrice qu'on appelle la Suissesse dans le château de ces grands riches polonais, parce que c'est une femme qui sème le trou, puisque c'est une relation adultère. Adultère, illégitime, le polonais en question, qui est un comte, richissime, effectivement, il possède la moitié de la Biélorussie, ou presque. Il est marié, il a 5 enfants. Néanmoins, il rencontre cette institutrice venue de nulle part. Et d'ailleurs, je ne sais pas ni quand, ni où, ni comment ils se rencontrent. Ça, c'est le roman que je n'ai pas écrit. Mais c'est aussi fascinant. Comment cette jeune femme peut rencontrer cet homme? Sans doute à Paris, parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de Polonais qui venaient à Paris. Il y a une présence polonaise à Paris. Je ne sais pas où et comment, mais il y a un amour qui naît. Il y a un vrai roman, là encore, qui naît. Et ma mère naît de ce roman. Et donc, c'est le roman, dans le roman, qui m'intéresse en tant que romancier. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse aussi, c'est qui est-elle, qu'a-t-elle reçu comme héritage génétique, et qu'est-ce que j'ai reçu moi? C'est-à-dire que, d'une certaine façon, j'ai aussi procédé à une sorte d'analyse. Parce que j'ai sans doute des moments, disons, d'inquiétude. Il m'est arrivé même d'avoir des dépressions. Et je me dis que parfois, ce qu'on appelle la mélancolie slave, ce que j'appelle la slavitude, a joué. Donc c'était aussi une façon d'aller me chercher moi pour la découvrir. Vous, Philippe Labro, vous faites la distinction entre mélancolie et nostalgie. Oh, c'est pas loin quand même. La nostalgie, c'est le souvenir de tout ce qui a été bien. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas un sentiment triste. La mélancolie est beaucoup plus triste. Oui. Et moi, j'ai de la nostalgie pour une enfance que j'ai vécue donc avec mes frères et mes parents, ma mère et mon père, qui était une enfance très heureuse, mais très protégée. Au contraire de vous, totalement, Nora. Oui. C'est-à-dire un petit cocon fabriqué donc par ce couple, sans grand-mère ni grand-père, puisque ni les uns ni les autres ne les avons connus, et qui vit dans une sorte de bain de bonheur et d'amour. Parce que cette femme, ma mère, n'ayant pas été aimée du tout, ayant vécu ce qu'on appelle le manque d'amour, qui est à l'origine, selon moi, de beaucoup de désordre, comme disent les Chinois disent, essayons de savoir ce qu'est le désordre, il faut d'abord commencer par le manque d'amour. Bien. Donc, heureusement, elle n'a eu aucun désordre mental. Mais toujours est-il que ce manque d'amour a fabriqué chez elle, et c'est assez rare à mon avis, un besoin extraordinaire d'en donner. C'est-à-dire qu'elle donnait tout ce qu'elle n'avait pas reçu. Et par conséquent, nous vivions dans un climat de grande
grand amour, oui, sans aucune nostalgie ni mélancolie. La mélancolie vient plus tard, quand vous êtes adulte, que vous vous rendez compte qu'après tout, la vie n'est pas simple, qu'il y a des obstacles, il y a des moments difficiles. Et d'un seul coup, vous dites, d'où est-ce que ça me vient? Vous, ça vous vient donc de ce jardin, ce saule pleureur qui a été coupé. Philippe Labro, la petite histoire rejoint aussi la grande dans votre livre Ma mère, cet inconnu, parce que on se retrouve à la fois donc à découvrir quel est son père, parce que donc vous arrivez à soulever dans le roman, mais c'est toujours pas la rencontre. Enfin, comment s'est passée cette rencontre entre son père et sa mère? On découvre qu'il est enterré vivant par les bolcheviks en tant qu'aristocrate au moment de la Révolution. Et puis il y a bien sûr le rôle de votre mère pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fera partie des justes avec son mari Jean, puisqu'ils vont cacher des juifs dans leur cave, tout en ayant à la fois un appartement réquisitionné au premier étage par un nazi. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu vous tresser, vous qui aviez déjà écrit aussi un petit peu sur cette période-là de vos parents, qu'est-ce que vous avez tressé sur la grande histoire dans ce livre-là? J'ai essayé de tresser une époque. Après tout, ce sont des générations, et la mienne aussi, qui ont vécu ce que, Dieu merci, l'Europe ne vit plus depuis 70 ans, sinon plus. La guerre, l'occupation, l'intolérance, et évidemment le nazisme, donc l'antisémitisme et la fuite des Juifs que mes parents, mon père d'abord bien sûr, accompagné de ma mère, décident de protéger. Et à travers leur aventure, leur récit, leur courage, inimaginable, parce que quand même, ils risquent leur vie et la vie de leurs enfants. Ce sont des justes, il y a eu beaucoup de justes en France d'ailleurs, on oublie ça, on décrit toujours la France de l'occupation comme des collabos et des collaborationnistes, mais en réalité il y a eu beaucoup de justes. Bon. Les justes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font simplement leur devoir d'amour et de solidarité. Et effectivement, ma mère a eu au moins une ou deux fois des gestes et des comportements de courage. Donc quand on parle du courage d'Oum Kalsoum qui est en avance sur son époque, on en revient là encore à l'exemple que nous donnent ces mères ou ces femmes, qui est face à l'adversité, il suffit d'afficher sa volonté et la certitude qu'on a raison et faire reculer, dans le cas de ma mère, une visite inopinée de membres d'une sous-Gestapo, des grotesques, des clowns, mais qui néanmoins représentent l'ordre nazi, et qui viennent chercher une jeune juive qui a été dénoncée. Et elle arrive à les bloquer à la porte en leur demandant leur papier. Oui, en faisant preuve, et c'est là où mon père, qui appelait tout le temps ma mère, parce que j'ai lu toutes les lettres, il l'appelait tout le temps mon nom. Vous avez travaillé sur photos, sur lettres, oui. après sa disparition, vous avez eu ces pièces à conviction de l'enquête. J'ai eu 700 lettres, j'ai tout lu, j'ai tout compris à travers ça. Le rapport de cet homme et cette femme, puisqu'il avait 20 ans de plus qu'elle. Mais il l'appelait mon enfant, mon petit oiseau, mon petit, il lui disait jamais ma chérie Netka, parce qu'elle avait 20 ans de moins que lui. Et ce jour-là, le petit oiseau, il a démontré qu'il était en acier. Et ça a sans doute transformé aussi la vision et l'estime et l'admiration que mon père avait pour elle. Voilà. Donc ce sont des sentiments qui surgissent beaucoup plus, bien entendu, dans les périodes de guerre, dans les périodes décisives, où là, on fait la différence entre les bons et les méchants, si j'ose m'exprimer ainsi. Ouais. En quoi c'est une enquête sur les mots et sur le nom, ce livre? Le nom dit tout. Netka, c'est un prénom polonais que lui donne donc son père. Et c'est à travers ce Netka que nous, les enfants, nous sommes dit, il y a quand même une histoire. Et c'est à partir de ces mots que nous avons commencé à enquêter, et moi en particulier. Alors, les mots sont capitaux, sont très importants, parce que c'est une époque, c'est une génération, ce sont des gens qui s'écrivent tout le temps. Moi, j'ai eu 600 à 700 lettres entre mon père et ma mère. Quand ils sont amoureux d'abord, donc ce sont des lettres d'amour, avec une flamboyance, une passion inouïe. Et ensuite, quand ils sont mariés et qu'ils font des enfants. Et tout ceci, c'est l'écrit. Et la force et la valeur de l'écrit demeure. Je crois profondément que la correspondance, comme on dit tout. Ils se correspondent, au sens profond du terme. Et en même temps, c'est l'absence de mots qui fait la matière de roman, comme vous le notez à un moment. On est dans ce paradoxe. Oui, puisqu'elle nie. Elle ne vous dit pas quelle est l'origine de son nom, de son père. Non, elle donne même un faux nom, pour me mettre sur une fausse piste.
ce qui est de sa part quelque chose de malin et de malicieux peut-être, et en même temps, encore une fois, de pudique. Elle a honte de ce qu'elle a vécu, et elle n'a pas envie de le faire connaître à ses enfants. C'est mon passé, il m'appartient, maintenant vivons le présent et l'avenir. Vous dites que c'est la mission même du romancier, à partir d'un mot ou d'une phrase, d'imaginer, de construire les séquences d'un livre, de construire les séquences filmiques aussi Oui. Du récit. Donc là, dans les matériaux, vous nous avez parlé de toutes ces lettres que vous avez récupérées. Qu'est-ce qui a fait donc usage pour le romancier? À quoi vous vous êtes accroché? Je me suis accroché à l'amour. Les lettres d'amour, les mots d'amour, les expressions, comment on sent qu'elle ne s'est pas encore donnée à lui. Lui, Jean, donc c'est celui Jean, qui va lui donner son nom, enfin, oui. Elle qui n'en a pas. Et comment, en 2 lettres différentes, on sent bien que depuis, elle s'est donnée à lui. D'un côté, c'est « je vous embrasse » et de l'autre, c'est « je pense à ton corps est en moi ». Donc c'est fascinant de voir comment vous reconstruisez une histoire à partir simplement de 2 lettres, qui sont au milieu de 700. Oui, vous avez tout à fait raison, les mots... Ben, c'est ce que disait Sartre, tout est dans les mots. Les mots nous disent une vie. Et cette vie, dans le cas de ma mère, elle est effectivement romanesque. Donc comment voulez-vous que l'enfant, le fils, le journaliste et le romancier ne s'arrêtent pas là-dessus et cherchent la vérité? Alors, l'ai-je complètement trouvé? Je ne sais pas, parce que je pense qu'on ne connaît jamais tout à fait, même les gens qu'on aime. Et en même temps, il y a une souffrance à chercher cette vérité, car lorsque vous achevez enfin la rédaction de ce livre, c'est très douloureux. D'ailleurs, c'est le sens de ce que vous mettez en exergue au début du roman, cette phrase d'Albert Cohen et son fameux le livre de ma mère. Voilà, j'ai fini ce livre et c'est dommage. Pendant que je l'écrivais, j'étais avec elle. D'ailleurs, il y a même une partie du récit qui est consacrée à une crise. Vous faites une véritable crise de dépression au moment de l'écriture. Au milieu du manuscrit, Ouais. Oui. Sans doute parce que elle intervient juste au moment où j'évoque une scène très importante. Parce que la mémoire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tamis. On ne garde que certaines choses. Et j'ai gardé cette scène de mon enfance où, envoyé dans un sanatorium, parce que j'avais déjà la poitrine un peu fragile, je monte dans le train et elle m'accompagne, ma mère. Et dans ce train, il n'y avait pas beaucoup de lumière et lorsqu'on entrait dans un tunnel, c'était tout noir. Et chaque fois qu'on entrait dans un tunnel, je me ruais vers elle pour l'embrasser, pour qu'elle me conforte, qu'elle me rassure. C'est même peut-être le début, il faut voir ça chez les analystes, de la sensualité d'un enfant. Donc, ça, c'est capital. Et c'est ce qui, à mon avis, a fait qu'à un moment donné, pénétrant dans ce psychisme, j'ai arrêté et je me suis pas très senti très bien. Alors évidemment, il y avait le doute de l'écriture et d'autres éléments. Une dépression, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on fait une rechute, ce qui était mon cas. Néanmoins, là, blocage. 1 an, j'ai laissé le manuscrit, 1 an, intouché, parce qu'il fallait que je guérisse. Quand je suis sorti, je l'ai relu, je me suis dit, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, il faut que tu le finisses. D'abord par orgueil, pour te démontrer que tu peux finir quelque chose, et que tu es guéri,